Alors, j'en profite justement pour Oui. vous présenter Rita. Rita, fais coucou. Et voilà, Rita, elle vient de rejoindre l'équipe Codev APM. Rita est en alternance, elle fait un master en gestion de projet, c'est bien ça, Rita? Voilà, on est ravis d'avoir de la jeunesse et déjà de la compétence bien avérée, un énorme enthousiasme de la part de Rita qui découvre le Codev. Elle va se former à partir de demain, non, après-demain, Jeudi. Oui. jeudi, avec Claude, hein, qui est à Paris en ce moment et qui anime 2 cohortes. Donc voilà, Rita, elle va certainement, vous allez la rencontrer, vous allez lui parler parce elle a comme mission d'être vraiment en lien avec vous. Et le temps que nous n'avions pas, Amici et moi-même, à vous consacrer, eh bien, Rita, elle va vous accorder ce temps et on est vraiment, avec Amici, super heureuse d'avoir accueilli Rita Moi avec aussi. nous. Voilà. Moi aussi. Merci beaucoup, Nadine. Bien, alors, je le disais en ouverture, ce thème, l'autre loi de la jungle, eh bien, il nous a été inspiré lors de la Convention de Nantes. Je ne sais pas si certains ont assisté à un regard croisé d'experts avec Olivier Hamon. Et Olivier Hamon citait la robustesse comme étant une des qualités qui deviendrait essentielle pour les dirigeants. On parle plus trop de performance, on parle plus trop de compétition, mais on parle de robustesse. Et il disait que la robustesse, elle pouvait être travaillée et incarnée notamment grâce au co-développement. Alors, ça nous a vraiment interpellés. Et Muriel, qui travaille beaucoup, alors Muriel, vous la connaissez, elle forme bien sûr au co-développement et elle est présidente de l'association du co-développement en Belgique. Elle est psychologue et elle intervient vraiment beaucoup sur tous ces champs-là. Et Muriel se passionne justement pour comment est-ce qu'on peut aller plus loin avec le co-développement et puis avec une approche qui est très liée à l'analyse du vivant. On va presque dire de l'éco-codev. Vous le savez, nous, à l'APM, ce qui est important pour nous, c'est bien sûr, nous utilisons la méthode de Champagne et paillettes et nous la respectons dans ses fondamentaux, mais nous avons aussi une autre vocation, c'est celle d'accompagner des dirigeants d'entreprise avec leurs spécificités, avec les spécificités d'un club, avec l'expertise et les compétences d'animateurs qui sont spécifiquement dédiés à l'animation de ces groupes de dirigeants. Et donc, on est vraiment en train aussi de s'approprier fortement le CODEV pour que ce soit vraiment un CODEV APM. Et donc, on explore différentes voies. Et quand Muriel nous a proposé d'animer cette conférence sur l'autre loi de la jungle, eh bien, on a sauté sur l'occasion. Voilà, je la remercie. Vous allez donc on prend l'engagement d'avoir terminé à 13 heures. Donc, Muriel, à peu près 45 minutes d'intervention. Je prendrai en note vos questions et soit j'interromprai Muriel si je sens que c'est opportun, soit on les réservera pour la fin. Et puis ensuite, on vous fera un petit topo aussi sur les actus à venir du CODEV à l'APM. Voilà, bienvenue à tous, bonne écoute et merci Muriel et je te laisse la parole. Merci, Nadine. Bonjour à tous. Merci d'être là. Et ma première invitation pour parler du vivant, ce serait de prendre soin de vous, déjà, pendant cette présentation. Alors, je ne vais plus vous voir parce que j'ai des soucis d'écran, donc je verrai juste mon PowerPoint, je ne verrai plus vos binettes. Donc, je compte sur vous pour continuer à respirer tout au long de cette présentation et à aller chercher de quoi rester le plus possible vivant, connecté entre nous. Et on se retrouve un peu plus visuellement à la fin. Je vais donc partager, je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent. Donc l'invitation, c'est vraiment de respirer, de voir comment ça résonne chez vous et on en parle bien évidemment au fur et à mesure. Je vais vous partager un PowerPoint que j'ai eu le plaisir de faire en convoquant un artiste belge, puisque comme Nadine vous l'a dit, voilà. Est-ce que vous le voyez? Oh, ben il y a longtemps que j'ai plus fait de visio en fait, et donc voilà, je me sens comme une débutante en visio. C'est assez rigolo comme sensation. Ah voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Ok, je vois Delphine qui me fait un pouce, c'est parfait. Et donc, effectivement, ce dont j'aimerais témoigner aujourd'hui, c'est de ma vision du co-développement en m'appuyant sur des recherches qui parlent de l'autre loi de la jungle. Alors, moi, je suis économiste à la base. C'est vrai qu'on l'oublie parfois, mais j'ai quand même été formée dans une grande école de commerce ici en Belgique qui nous a imbibé d'un mythe que vous connaissez peut-être, et peut-être que la vidéo suivante va résonner chez vous, ceux qui sont de ma génération, les jeunes, je vous invite à voir ce à quoi nous avons été bercés. Attention, vous êtes prêts? C'est parti.
Alors, nous n'avons pas le son, mais moi, je l'entends, la petite Ah, musique. Je la connais. Ta na, 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 na. C'est bien ça, hein? oui. Merci de me dire que vous n'avez pas le Dallas. son. Alors, qui connaît effectivement cette chanson? C'est Dallas, hein, La loi du plus fort et ne vaincra que la mort. Je ne vais pas reprendre les paroles. Désolée, je pensais que vous auriez le son, donc je vais l'arrêter là. Et donc voilà, effectivement, Dallas, je continue à vous passer et je vous en parle. Et voilà, le soleil implacable. Toum, 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 toum. Dallas, c'est bien ça, les paroles. Voilà. Tu ne redoutes que la mort. Et donc, c'est une série qui a bercé les, notre mythe de la loi de la compétition, de la performance. Et donc, effectivement, la loi de la jungle que nous avons dégustée, appris dans notre société occidentale principalement, eh bien, c'est la loi de la jungle. Hein. La loi de la jungle, pour nous, traditionnellement, est associée à la notion de compétitivité, de productivité, de performance, de rapidité, de stress. Et tout cela engendre une série de peurs, puisque immanquablement, si nous sommes en compétition avec les autres, eh bien, nous sommes convaincus qu'il faut manger ou être mangé. Et donc, cette vision de la société s'est développée très, très fort depuis les années 60, hein, depuis les années en Angleterre, notamment avec cette fameuse loi qui serait la loi du marché et qui ferait qu'effectivement, inéluctablement, nous avons le choix de manger ou d'être mangé. C'est toute la tradition de se dire que l'homme est un loup pour l'homme. Et donc, cette notion de compétitivité, de productivité nous a amené à toute une série de choix qui ont été faits dans notre éducation et qui ont imprégné nos récits, en fait. Et comme vous le savez, ben, nos récits, c'est ce qui va déterminer une série de nos choix, de nos actes au quotidien. Et ça résonne bizarrement aujourd'hui de se dire qu'il n'y aurait que la loi de la jungle. Et donc, grâce à... Alors moi, c'est vrai que en tant que praticienne du co-développement, en tant qu'économiste d'abord, j'ai commencé par une carrière d'économiste et professeur de marketing dans une école de commerce, où effectivement, j'ai enseigné le marketing, les lois du marché, la productivité, la compétition, comment gagner, comment croître, comment être plus fort, comment gagner plus d'argent, comment amener les consommateurs à acheter plus. Donc, j'ai vraiment été rodée dans tous ces mécanismes-là. Et ben, petit à petit, c'est vrai que c'est assez particulier pour moi d'apprendre à mes enfants à ne pas répondre aux sirènes du marketing tout en apprenant à mes étudiants à faire des lois du marché le plus efficace possible. De fil en aiguille, mon parcours m'a permis d'aller vers d'autres récits, de découvrir d'autres manières d'être, notamment par le co-développement, hein, notamment par des études en psychologie sociale. Et là, eh bien, miracle, j'ai découvert un écrit qui a été vraiment très important pour moi, m'a permis de changer de paradigme. Et c'est ce changement de paradigme que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est le « et si ». Et si, en fait, ce récit de la loi de la compétition n'était pas le seul? Et si nous pouvions changer de regard ou observer les choses différemment? Et si nous prenions de temps en temps une autre paire de lunettes? C'est le et si, c'est le what if, hein, qui est beaucoup développé maintenant dans l'éco-psychologie pour lutter contre l'éco-anxiété ou pour construire des nouveaux récits pour ceux à qui ça parle. Et ce et si, eh bien, c'est et s'il existait une autre loi de la jungle? Et c'est un ouvrage qui était extrêmement éclairant pour moi, puisque je sentais la puissance du co-développement, je sentais tout ce qui pouvait se développer dans une séance de co-développement, au-delà de la résolution de problèmes, hein, au-delà de cette recette de co-développement que vous connaissez tous, qui est extrêmement simple en fait. C'est simple, et à la fois, il y a cette subtilité dans le co-développement qui nous fait dire, mais pourquoi ça marche en fait? Pourquoi ça fonctionne si bien? Pourquoi tout le monde en sort un peu comme avec une sensation de quelque chose de différent s'est passé dans un groupe de co-développement quand les conditions sont réunies, quand on réunit des personnes dans un processus sécurisé, eh bien, il se passe quelque chose d'autre. Et en fait, ce qui m'a beaucoup éclairé, c'est le bouquin qui s'intitule L'entraide, l'autre loi de la jungle. Vous avez donc maintenant le teasing qui est terminé. Quelle est l'autre loi de la jungle? Eh bien, en fait, c'est l'entraide. Et donc, les recherches menées par Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, qui sont deux biologistes
assez renommés, assez connus, qui ont fait la synthèse de milliers d'articles scientifiques, de milliers d'études qui ont été faites sur ce qui se passe dans la vie, dans le monde du vivant, avec leur casquette de scientifiques biologiques. Ils se sont rendus compte qu'en fait, la loi de Darwin, la loi de la sélection naturelle, avait été surexploitée, déformée et avait pris une place énorme dans notre société, alors qu'il existe une autre loi de la jungle, qui est celle de l'entraide naturelle. Et donc ça m'a vraiment permis, moi, de me dire, ah oui, ok, en fait, effectivement, il y a cette sélection naturelle et il y a autre chose, il y a l'entraide naturelle. Et donc, je vous invite, si vous sentez que ça résonne en vous, vous trouverez beaucoup d'articles qui en parlent. Hein. Maintenant, c'est un bouquin qui a quelques années maintenant. Il date de 2017. Et donc, effectivement, cette autre loi de la jungle aujourd'hui est de plus en plus présente dans nos réflexions, dans nos analyses, dans notre capacité à prendre de la distance et dans nos souhaits pour l'avenir. Alors, le principe du vivant, hein, si je résume très, très, très fort la pensée, le résultat de leurs enquêtes, de leurs analyses, de leurs méta-analyses, eh bien, l'entraide, en fait, c'est que dans le principe du vivant, le principe fondamental du vivant, c'est que nous sommes tous interreliés, que nous sommes interdépendants et que cette interdépendance est source d'innovation. Il est donc possible d'entrer dans une spirale vertueuse puisque l'entraide va être contagieuse et on va voir que cette spirale vertueuse de l'entraide va avoir un effet domino, va permettre une transformation et va permettre de se développer, d'évoluer. Et donc, en fait, l'évolution serait liée autant à la compétition, à la sélection, qu'à la transformation que permet l'entraide et l'interdépendance. Alors, je vous montre une autre vidéo dont le son n'est pas utile, c'est une petite musique classique qui va illustrer à ceci d'une manière assez efficace, si ça fonctionne. Voilà. Alors, juste une petite musique guerrière. Imaginez une petite musique guerrière ici, un souffle. Alors que nous montre cette vidéo, c'est que ensemble on est plus fort et on va effectivement s'allier autrement et on voit que les groupes qui se coordonnent le mieux sont finalement les espèces qui ont survécu. Et donc c'est ce que montrent Gauthier Chapelle et Pablo Servigne dans leur ouvrage, c'est que finalement les espèces qui ont survécu sont celles qui ont fait preuve de robustesse, pour reprendre le mot utilisé par Olivier Hamon. C'est ceux qui ont pu évoluer et qui ont pu s'entraider. Et donc, l'entraide est véritablement un levier indispensable et qui a fait aussi que nous sommes à l'ère de l'anthropocène aujourd'hui et que l'être humain, qui est assez fragile à la naissance, a pris autant de place sur la planète. Alors, Nadine vous parlait de Olivier Hamon. Effectivement, Olivier Hamon a mis au jour... Donc, si je récapitule, hein, parce que je vois que j'avance. La première loi la première loi de la vie, la première loi du vivant, c'est la circularité. Donc, ça, la circularité, elle est partout. On voit hein, les cycles du vivant, le cycle des saisons, le cycle de la vie. Donc, cette circularité est très, très bien comprise par les principes du vivant et nous permet vraiment d'évoluer. C'est la première loi de la jungle. La deuxième loi du vivant, c'est la coopération. Et puis, ben, ce que Olivier Hamon appelle la troisième loi du vivant, c'est le concept de robustesse. Alors, il en a parlé à la Convention de Nantes, effectivement. La robustesse, c'est la capacité à maintenir un système stable dans un monde qui fluctue énormément. Nous sommes dans un monde instable, et donc comment allons-nous faire pour rester et inventer des nouvelles manières d'être qui vont nous rendre robustes? Alors, ce qui est intéressant dans l'analyse d'Olivier Hamon aussi, c'est qu'il dit, eh bien, en fait, la robustesse, elle se construit contre la performance. Il faut choisir, en fait. Donc, pour lui, si on regarde les êtres vivants, ils se construisent avant tout par une lenteur, une hétérogénéité, une redondance. Ils prennent le temps par une sous-optimalisation. Donc, Olivier Hamon parle beaucoup de sous-optimalisation. Il ne faut surtout pas vouloir être le plus productif, le plus performant, le plus optimal. Ce sont tous des mots qui nous fragilisent. En fait, ce sont tous des concepts qui nous fragilisent. Alors, vous voyez que ça fait écho aussi au co-développement.
qui ne nous demande pas d'être performants, il nous demande d'être au service de quelque chose qui se passe dans le groupe, en fait. Et donc ici, pour la robustesse, eh bien, on va faire une bascule complète de la performance vers la robustesse. Donc ça, c'est vraiment l'idée que développe Olivier Amand dans son bouquin et dans un manifeste qu'il a produit il n'y a pas longtemps, qu'il appelle Antidote au culte de la performance. Donc clairement, pour lui, soit on est performant, soit on est robuste. Il faut choisir. Et ce qui nous permettra de survivre, ce sera la robustesse et certainement pas la performance qui nous épuise, en fait. Ça rejoint les thèses de pas mal de sociologues qui parlent d'un burn-out global, hein, d'un épuisement global des ressources de la Terre, mais aussi de nos ressources propres en tant qu'être humain. On semble être arrivé à une limite, effectivement, où tout le monde est épuisé. Il y a l'écosystème, mais il y a aussi notre propre écosystème qui, à force de courir tout le temps, de vouloir tout de suite, tout le temps, nous amène dans un épuisement qui est tout à fait néfaste à terme, qui n'est plus soutenable en fait. Donc on appelle vraiment un changement de paradigme si on va voir dans les lois du vivant. Alors tout ça, ça concerne finalement les bactéries. Attendez, j'admets encore quelqu'un. Ça concerne les lois du vivant dont on peut s'inspirer. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme, hein, s'inspirer du vivant. Ça nous permet de se dire, tiens, pourquoi est-ce que ça fonctionne sur la planète? Comment se fait-il que des bactéries sont là depuis des milliards d'années avant nous et nous survivrons sans doute? Et donc, s'inspirer du vivant est intéressant. Bien évidemment, nous sommes un ensemble de bactéries, mais nous ne sommes pas que des bactéries. Donc, la question qui est intéressante aussi, c'est d'aller voir, et qu'en est-il pour nous, les humains, en fait? Et nous, les humains, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ces concepts d'entraide et de robustesse? Sommes-nous câblés, nous, les êtres humains, pour pouvoir encore aujourd'hui être dans cette entraide et dans ce souci de prendre soin, en fait? Alors ben là, les réponses sont super chouettes aussi. Une toute grande étude qui a été faite sur la recherche sur le bonheur et la santé mentale, hein, c'est l'étude la plus longue qui a été faite sur les caractéristiques de l'être humain en société. Qu'est-ce qui fait que nous sommes finalement heureux, équilibrés dans nos vies? Eh bien, ce projet qui a démarré en 1938 et qui est toujours en cours aujourd'hui, qui a fait intervenir 4 générations, plus de 2000 participants. Donc, c'est vraiment l'étude la plus longue et la plus large qui a été faite sur les conditions de l'être humain, sur la condition humaine, si on veut le résumer comme ça. Quels sont ces enseignements principaux? Qu'est-ce qui est la principale source de bonheur et de santé mentale pour l'être humain? Eh bien, c'est son capital social. Le capital social de l'être humain est vraiment essentiel à sa survie. Ça va être le meilleur indicateur de longévité et de santé mentale. Alors, on n'est pas dans une psychologie positiviste à tout crin qui dit qu'il faut être heureux tout le temps. On n'est pas dans la recherche d'un bonheur permanent. On est simplement sur un constat de qu'est-ce qui va nous permettre, nous, êtres humains qui sommes profondément sociaux, nous avons une tendance prosociale qui est innée. Qu'est-ce qui va nous permettre de réactiver cette tendance prosociale et d'en prendre soin pour mieux vivre nos vies, finalement, ce qui est un objectif. Alors, de nouveau, je suppose que vous êtes en train de faire pas mal de liens avec la pratique d'un club APM, hein, avec l'ADN de l'APM qui rassemble des dirigeants de club, le fait que nous soyons réunis ici aussi autour d'un écran, qui ait ces conventions, qui ait ces séminaires. Qu'est-ce que ça provoque en nous de nous relier quelque part à d'autres êtres humains, de sortir de notre bulle? Eh bien, les recherches, de nouveau, montrent que l'être humain, au niveau de l'entraide, est profondément altruiste. Alors, un autre document, Terre, ici, celui-ci, qui est extrêmement précieux à ce niveau-là, là, je quitte les biologistes, hein, puisque les biologistes nous apprennent toute une série de choses. Je vais maintenant voir du côté des sciences sociales, des sciences molles, des sciences humaines, donc du côté des psychologues, des sociologues, des philosophes, des anthropologues. Et une série de témoignages sont réunis dans ce documentaire d'Arte qui date de 2006-2016 et qui s'intitule Vers un monde altruiste. Et là, ce qui est passionnant quand on s'intéresse aux recherches qui sont faites en psychologie sociale, c'est de voir qu'on commence même à faire des expériences de psychologie sur des bébés. Donc des bébés qui sont tout petits, qui ne se tiennent pas encore assis, qui sont dans les bras de leur maman. Et par exemple, à travers un jeu de marionnettes, on va essayer de voir quelles sont leurs réactions face
à la méchanceté ou à la gentillesse. Je caricature, on est dans une posture duale ici. Mais on va voir que, en fait, quand on s'intéresse à la psychologie des bébés, quand on fait une série d'expériences de psychologie sociale, dans la rue, par exemple, en caméra cachée, quand on s'intéresse à ce qu'on appelle l'économie expérimentale, avec toutes les théories des jeux et d'optimisation d'argent, hein, ce sont les jeux que l'on fait parfois, on appelle ça les dilemmes des prisonniers, par exemple, hein, va-t-on coopérer ou pas? Donc, c'est tout ce champ de recherche-là. Et quand on va voir au niveau de l'épigénétique, c'est comment ce que nous faisons va venir influencer nos circuits neuronaux, eh bien, on voit que nous sommes les champions, toutes catégories de l'altruisme. Nous sommes les êtres humains, les champions, toutes catégories de la capacité à nous entraider. C'est plutôt une bonne nouvelle. Nous sommes câblés pour l'entraide et encore mieux, l'entraide nous fait du bien. Le fait d'aider quelqu'un d'autre est une récompense endogène au niveau de nos circuits neuronaux. Et donc, attendez, je passe à la suivante. Nous sommes, étant une espèce ultra sociale, eh bien, la neurobiologie montre aujourd'hui que nous avons des neurones miroirs, ce qu'on appelle les neurones miroirs. Ça veut dire que quelque chose de l'autre existe en nous. Et aujourd'hui, avec le développement des neurosciences, hein, qui mettent des capteurs sur le cerveau et qui enregistrent tout ce qui se passe dans le cerveau d'un être humain lorsqu'il pense ou lorsqu'il est en action ou lorsqu'il est en méditation, en fait, différents protocoles existent. Le cerveau le plus étudié, c'est celui de Mathieu Ricard. Je ne sais pas si vous voyez qui est Mathieu Ricard. Hein, c'est le traducteur officiel du Dalai Lama, qui fait pas mal de conférences aussi. De son cerveau, et c'est un méditant évidemment de longue date, et un scientifique. Et donc, son cerveau est vraiment étudié aussi. On voit pas mal de ces expérimentations dans le reportage d'Arte. Alors, ce que montrent ces neurones miroirs, ben, c'est qu'en fait, il y a une résonance empathique. C'est-à-dire que quand quelqu'un que nous aimons souffre, nous ressentons la même souffrance que lui. Quand quelqu'un que nous aimons vit des émotions agréables, positives, les mêmes zones du cerveau s'éclairent en nous. Par contre, si c'est notre ennemi qui souffre, que se passe-t-il dans nos cerveaux? Ah ben là, c'est beaucoup moins chouette. Quand c'est quelqu'un que je n'aime pas ou que j'estime être mon ennemi qui souffre, ça va stimuler une zone de plaisir chez moi. Alors, vous voyez que là, on retrouve tous les paradoxes de nos liens et de notre capacité à nous relier et de voir des amis plutôt que des ennemis. Et donc, ça fait partie effectivement de la complexité de l'être humain. L'entraide nous permet, donc le collectif est capable du meilleur et est capable du pire. Et donc, c'est expliqué en fait par ces recherches qui montrent à quel point nous sommes une espèce ultra sociale. Alors, ben, j'en arrive au co-développement. Ça va jusque-là, Nadine? Pas trop de questions? Je n'entends pas Nadine, je continue. C'est bon, il n'y a pas de questions. Tu peux continuer, Muriel. Ok, alors je continue pour faire le lien avec le co-développement. Ça nous laissera du temps pour les questions. Ben, effectivement, co-développer, ça consiste en quoi? Ben, vous le savez, co-développer, c'est apprendre ensemble, en s'entraidant, dans un cadre structuré. Et donc, c'est là qu'il y a le génie de cette approche. C'est en ça qu'il y a la magie de cette approche qui est toute simple, hein, qui tient en quelques recettes, en 6 étapes, plus une, et qui tient surtout aussi à l'espace que vous installez lorsque vous animez un groupe de co-développement. Quand vous animez un groupe de co-développement, vous créez un espace particulier, un espace-temps particulier qui va permettre la sécurité. La sécurité, c'est-à-dire la zone, la membrane de confiance qui va permettre d'entrer dans l'autodévoilement, dans la vulnérabilité, dans la confiance. Aussi, pourquoi? Eh bien, parce que dans un groupe de co-développement, chacun est l'expert de sa situation. Il y a donc aussi un sentiment d'équité. Nous sommes à égalité. Oui. On est dans la pédagogie, hein, on est dans l'apprentissage entre pairs. Et donc, bien évidemment, dans un groupe de co-développement ou dans un collectif qui va pouvoir mettre les personnes dans un espace sécurisé en termes de relations humaines, c'est l'entraide qui va s'activer et qui va permettre l'évolution, qui va permettre tout autre chose que ce que permettent d'autres types de relations. Et donc, créer cet espace sécurisé va nous permettre dans l'entraide, en fait. Alors, c'est de nouveau démontré par Pablo Servigne et Gauthier Chapelle dans leur bouquin L'entraide, l'autre loi de la jungle. Quand ils observent les groupes humains, ils disent, eh bien, en fait, ce qui permet à un groupe humain d'être dans l'entraide, c'est le fait que l'on s'y sente en sécurité, qu'il y ait un sentiment d'équité. Ça veut dire qu'il faudrait sortir de toutes les structures verticales
Il faut sortir de cette hiérarchisation à outrance que nous avons mis dans nos sociétés, hein, où finalement ça nous infantilise, on rentre dans une logique d'obéissance plutôt que d'être dans une logique de co-responsabilité. Donc le sentiment d'équité, donc une personne égale une personne. Alors vous voyez que nos sociétés effectivement ne sont pas vraiment dans l'équité. Et puis la confiance. La confiance, elle se déclare pas. Vous le savez que la confiance, c'est pas, elle ne se tisse pas d'un coup. Si vous vous remettez à vos débuts d'animateur dans votre club APM, ben vous voyez que la confiance avec votre club et entre les membres du club, quand il y a des nouveaux arrivants, eh bien, elle se tisse, elle se construit goutte à goutte, la confiance. Et elle se perd par litre. Et donc, c'est toute cette alchimie que vous allez mettre dans vos clubs aussi, avec vos adhérents, qui va permettre de créer cet espace sécurisé qui permettra l'entraide, au-delà de la simple résolution de problèmes que peut permettre aussi le co-développement. Alors, le co-développement, Juste une petite incursion pour te dire que Marco nous partage le fait que Jean-François Berthollet, qui est un expert APM, en parle sur la justice, justement sur l'équité, parle de tout ce cadre de sécurité. Ce qu'on voit finalement, c'est que tout se rejoint un peu autour du co-développement, même dans les expertises. Oui, oui, tout à fait. Et c'est ça qui est vraiment génial avec le co-développement, c'est que presque quelle que soit la source dont vous vous inspirez, enfin moi j'ai toute une série de bouquins et systématiquement je vais mettre des petits parallèles codev, des petits. Donc mes bouquins maintenant il y a du codev partout parce que on est dans une approche systémique, intégrative en fait, et qui fait écho à toute une série de lois naturelles du vivant, qui répondent aussi à des injonctions pédagogiques extrêmement importantes aussi et qui renvoie effectivement à quelque chose d'intimement humain. Et donc, si vous raisonnez en phase avec le co-développement, ben oui, effectivement, c'est parce que ça fait appel vraiment à quelque chose d'extrêmement profond en nous, qui nous permet de prendre le temps aussi. Hein, c'est l'éloge de la lenteur, l'éloge de la paresse, c'est reprendre le temps. C'est aussi se questionner, prendre le temps de se questionner, prendre le temps de verbaliser, de s'entendre penser, comme le dit Olivier Hamon, hein, c'est reprendre le temps de prendre le temps de la question. On ne démarre pas d'une question en co-développement, hein, on démarre d'une préoccupation, d'un problème, d'un projet, qui est peut-être une question ou pas. Et puis, vous voyez que la question, elle se cristallise au moment d'étape 3, en fait, au moment du contrat. Et c'est tout ce cheminement qui nous permet de nous questionner nous-mêmes et de questionner l'autre, qui va nous entraîner à bouger, à faire bouger nos neurones, en fait. Et donc, verbaliser nous permet de mieux nous comprendre nous-mêmes. Quand on s'exprime, on se comprend mieux nous-mêmes. Ça permet de mettre des mots sur des ressentis qui sont parfois indicibles. Écouter, ben, tout le pouvoir de l'écoute, évidemment, va être extrêmement précieux dans le développement de notre intelligence relationnelle. Et puis, ben, le co-développement ou la vie d'un club. Hein, pourquoi est-ce que le co-développement c'est si bien tissé avec l'ADN de l'APM? Ben, c'est parce que dans vos clubs, il y a cette reliance quelque part. Il y a cette vie de club, il y a ce climat particulier d'un club qui n'est pas le même d'un club à l'autre. Mais il y a enfin, moi, j'ai été très touchée à Nantes, hein, en voyant tous ces animateurs avec leur club. Je voyais la dynamique comme ça de chaque animateur qui accompagnait son club et je voyais chaque table, hein, dans ces grandes salles où on mangeait tous ensemble. Là. Je voyais toutes ces tables avec tous ces animateurs et leur club autour et c'était comme, alors je prends l'image des mamans poules avec des poussins, mais il y avait de la bienveillance, il y avait du prendre soin, il y avait de la reliance, il y avait de l'humour, il y avait quelque chose qui se passait dans chacun des groupes qu'on croisait. Alors ça c'est ce qu'on peut vivre aussi en co-développement. Et le co-développement va permettre aussi de toucher aux émotions. Et là, c'est le lien, bien sûr, à se laisser toucher par ce qui arrive à l'autre ou par ce qui nous arrive à nous quand nous sommes clients ou quand nous sommes consultants. Donc, on va rejoindre ici l'idée que rien n'est solitaire, mais tout est solidaire. Alors, la reliance, je vous en parle encore parce que cette notion de reliance est beaucoup étudiée aujourd'hui grâce aux neurosciences aussi, et on parle de la chimie du lien, en fait. Et ce que l'on constate, c'est que lorsque l'on se relie, lorsqu'on a une relation saine avec quelqu'un, lorsqu'on a une relation positive avec quelqu'un, c'est-à-dire une relation dans laquelle on est en confiance, eh bien, c'est un shoot neuronal incroyable, puisque ça va libérer un tas je ne suis pas chimiste, mais un tas de trucs chimiques, dont l'ocytocine,
L'ocytocine, effectivement, c'est ce qui permet, c'est l'hormone du lien. C'est ce qui nous lie à notre enfant, par exemple, lorsqu'il naît, c'est ce qui nous lie à les personnes avec qui nous sommes en intimité. Donc, c'est l'hormone du lien. La dopamine, c'est celle de l'enthousiasme. La sérotonine, ça va nous permettre de réguler notre humeur. Et l'endorphine, c'est l'hormone du bien-être. Et donc, vous voyez que être en lien sain avec quelqu'un, lorsque nous entretenons un lien sain avec quelqu'un, lorsque nous prenons le temps de nous relier, de porter attention à l'autre dans la bienveillance, eh bien, c'est une récompense endogène, en fait. Et donc, comme c'est une récompense endogène, ça vient stimuler les circuits de récompense dans nos cerveaux. Et donc, c'est double bénéfice, effectivement, pour la personne avec laquelle nous sommes en lien, mais aussi pour nous. Et donc, si dans un groupe, dans une membrane APM, dans un club APM, on cultive ce lien, rien que ça suffit à justifier son existence, au-delà de l'expertise et de tout ce que peut apporter un club aussi ou un groupe de co-développement, mais rien que le fait d'être se relier va déjà contribuer à une meilleure vie et à notre santé mentale. Alors, co-développer, ben, je vous le disais, c'est accueillir l'intelligence relationnelle, hein, c'est accueillir la force des émotions et c'est prendre soin de la qualité des liens, puisque en tant qu'animateur, en tant que facilitateur d'un groupe de co-développement, en tant qu'animateur d'un groupe, c'est aussi ce que vous faites d'un club APM, c'est se donner la permission, en fait, se donner la permission, puisque l'on crée un cadre sécurisé, c'est la permission surtout à s'ouvrir. J'ai vu que certains d'entre vous mettaient ça comme petite humeur du jour, s'ouvrir. La permission à s'ouvrir, la permission à être vulnérable, à ne pas être des super-héros ou à déposer pour quelque temps notre cape de super-héros et la laisser dans l'armoire de l'entrée et juste se dire je suis un être humain parmi d'autres êtres humains, en fait. Se donner la permission d'être soi, de retirer notre faux self et peut-être de nous montrer vulnérables parce que nous sommes authentiques à ce moment-là, eh bien, ça va être un catalyseur d'épanouissement. Ça va être de nouveau extrêmement salutaire pour notre santé mentale que de pouvoir être pleinement authentique. Alors, vous voyez ici toute la dérive et toute la difficulté des réseaux sociaux et de tout, voilà, de tout ce qui est entraîné par cette comparaison non-stop que nous entretenons, hein. On a cette abondance de liens qui sont parfois très superficiels, c'est OK aussi. Ici, ben, c'est plutôt comment est-ce qu'on va diminuer ce faux self, comment est-ce qu'on va pouvoir être dans l'authenticité en parlant des vraies choses, comme dit Claude, hein, quand il parle de co-développement, il dit en co-développement, on parle des vraies choses. Ça va effectivement nourrir le lien, un lien social positif. Voilà, alors je terminerai en disant que effectivement, co-développer, c'est quelque part changer de paradigme. Pour moi, changer de paradigme, c'est quitter la loi de la compétition pour entrer dans la loi de la compétition, de la coopération, pardon. Donc pour moi, co-développer, c'est vraiment basculer d'un objectif de performance à un objectif de robustesse. Co-développer, c'est aussi passer vraiment de la compétition à la coopération et voir ce que ça nous fait et y prendre goût. Alors, tout comme un lien social positif va développer notre empathie, va muscler notre intelligence sociale, eh bien, ça va augmenter le développement de nouveaux neurones, en fait. De nouveau, une bonne nouvelle qui s'affiche dans nos cerveaux, qui est visible dans nos cerveaux, pour ceux qui n'y croient pas. Ça ouvre d'autres connexions synaptiques. Et donc, ça crée d'autres autoroutes neuronales. Le fait de cultiver ces liens sains, de se dire, ah tiens, et si on s'entraidait, va générer d'autres autoroutes et ça pourrait être contagieux. Et donc, ça, c'est extrêmement positif, effectivement. Ça veut dire que les managers, les adhérents qui font du co-développement et qui goûtent à cette notion d'entraide pourraient le diffuser. Vous avez un magnifique levier de diffusion de ces réflexes de coopération qu'on a peut-être un peu perdus en étant contaminés un peu trop par le mythe de la compétition. Et donc, des mouvements qui parlent très bien de ça, c'est le mouvement de l'Ubuntu, hein. L'Ubuntu, cette sagesse africaine dont la philosophie serait « nous sommes, donc je suis ». C'est aussi cette idée qu'ensemble, on va plus loin. Seul, on va plus vite, c'est vrai. Seul, c'est beaucoup plus rapide, bien sûr, hein, mais ensemble, on va plus loin. Alors, tout ce mouvement rejoint aussi le mouvement qu'on appelle le mouvement du convivialisme, qui est une philosophie politique de la vie en commun, ce qu'ils appellent la convivence, de l'art de coopérer en s'opposant sans s'entretuer, ce qui est quand même intéressant de rester en vie. Et puis le mouvement du MOS,
qui est un mouvement anti-utilitariste en sciences sociales qui existe depuis les années 80, mais qui revient un peu à la mode également et qui rejoint les sciences de la biologie et du vivant. Et donc, c'est ça effectivement qui est extrêmement intéressant de voir que finalement, les différents experts scientifiques, les différents chercheurs, quand ils quittent leur petit domaine de spécialisation, quand on fait des liens entre les différentes sciences, eh bien, on se rend compte qu'en fait, il y a un accord assez bien. Et ce qui est magique, c'est que le co-développement, pour moi, se met dans cette mouvance-là et donc fait totalement sens. Et donc voilà le message que j'aurais envie de dire, c'est à nous de jouer pour développer, pour entretenir, pour se nourrir, pour se baigner dans cette autre loi de la jungle, celle de l'entraide et d'une humanité peut-être retrouvée, d'une autre forme d'humanité retrouvée. J'arrête. Voilà, je vous retrouve ici. 43, timing. Comment allez-vous? Est-ce que vous respirez toujours? Je voudrais voir si vous respirez toujours. Ceci. Ça respire, ça respire. Merci Ça beaucoup, respire, ça Muriel. respire. C'est très inspirant. Et puis finalement, ce qu'on entend, c'est que Père Bellon, il y a plus de 30 ans, était vraiment un précurseur parce que c'est ça qu'il prônait pour créer l'APM. C'était cette solidarité sur des territoires entre des dirigeants. Alors, dans un espace de sécurité avec notre principe d'unanimité pour l'accueil, de cooptation, et puis un animateur pour effectivement réguler les échanges. Voilà, donc c'était vraiment précurseur et c'est vrai que depuis Ouais. 2014 où on a commencé à intégrer le co-développement, eh bien on continue dans cette voie-là puisqu'on amplifie encore le partage d'expérience en le dotant d'une méthode. Bien sûr, il y a du partage d'expérience même dans les clubs qui ne font pas de co-développement, il y a des temps de météo, etc. Mais c'est vrai que le co-développement nous apporte une méthode assez simple mais exigeante, subtilement exigeante, et qui permet d'encadrer ce partage d'expérience et pas le laisser forcément dériver. Moi, j'aurais une question, Muriel, c'est super comme ça de se dire, voilà, toutes les personnes sont dans cette énergie de partage, de bienveillance. Ah, mais non. Euh, voilà. Et donc, comment gérer, parce que ça peut arriver dans une séance de co-développement, quand on a quelqu'un, quel est ton conseil, quand on a quelqu'un qui commence un peu à déraper et qui donc ne va plus produire d'hormones tout à fait stimulantes et intéressantes, ça peut arriver, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont ressenti, alors a priori, Mm. un adhérent APM, c'est quelqu'un qui a été quand même sélectionné, qui partage des valeurs. Mais bon, voilà, qu'est-ce que tu peux nous conseiller par rapport à ça? Eh bien, d'en faire une opportunité d'apprentissage Mhm. pour nous et pour le club. Alors, je pense qu'on ne peut pas décréter. Et puis, on ne sait jamais ce qui est arrivé à la personne qui a ce comportement-là. On ne sait pas pourquoi elle agit comme ça. Et donc, moi, j'aime bien la philosophie de Kirikou. Vous voyez, Kirikou, un petit héros de bande dessinée. Kirikou qui est face à une méchante sorcière, très, très, très méchante, qui menace son village. Kirikou, lui, il pose la question du pourquoi la sorcière est-elle méchante? Alors, ça ne veut pas dire qu'on va excuser et accepter, mais poser la question du pourquoi avant de tomber dans le jugement, je pense que c'est toujours une piste intéressante. Donc, Euh, concrètement, ça veut Très dire que... concrètement, c'est interpeller la personne et dire, oula, moi j'utilise beaucoup le oula. Je dis, oula, qu'est-ce qui se passe ici? Quelle est ton intention? Parce que souvent, c'est des comportements inappropriés hein, ou des remarques appropriées ou un truc qui arrive, moi j'appelle ça un scud relationnel, une bombe relationnelle, une attaque, du mépris, du cynisme, voilà, tout ce qui peut nous arriver quand on n'est pas bien, quand on n'est pas en forme. Donc moi, ce que j'aime, ben, c'est ma manière de faire, hein, c'est dire, prendre conscience que peut-être il y a quelque chose voilà, qui risque de déraper et le signaler, dire, oula, stop, protéger le client, si c'est à l'encontre du client, bien sûr, ou qui que ce soit en fait, protéger le récepteur, et puis s'intéresser à l'agresseur, si je caricature, en lui disant, mais quelle est ton intention en disant ça? Et souvent, ça permet de dire, ah, mais attends, non, en fait, voilà, ça permet déjà l'arrêt de l'agression. Je ne sais pas si c'est à ça que tu pensais. Mhm. Tout à Euh, fait. voilà, et puis ben, on essaie
Alors, le co-développement nous entraîne normalement à accepter l'hétérogénéité, la divergence des points de vue. On ne doit pas être d'accord. Donc, la grande force du co-développement, pour moi aussi, c'est qu'on ne doit rien décider. On n'a rien à décider ensemble. On n'a pas à convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Et donc, c'est extrêmement facile d'accepter un point de vue différent du nôtre et de se mettre dans la posture un peu de pleine conscience, pleine présence pour ceux à qui ça parle, de dire, ah, c'est intéressant, cet individu ne pense pas du tout comme moi, il n'a pas du tout la même vision que moi. Évidemment, ça vient me perturber, ça vient me bousculer, et ça peut être violent, mais ça peut, en basculant vers, ah tiens, c'est intéressant, et surtout, on ne doit rien décider ensemble. Si ce n'est d'arrêter la séance éventuellement, hein, ce qu'on a toujours comme possibilité en tant que facilitateur de l'eau, ok, stop, là on fait pause, quoi. C'est vraiment, oh, oh, pause, que se passe-t-il? Ça peut arriver, hein, évidemment. Oui, c'est pour ça aussi, pour compléter, c'est pour ça aussi qu'il n'est absolument pas recommandé en séance de codev, même s'il y a un grand nombre, de faire des petits groupes qui vont se concerter pour trouver des solutions ou poser des questions, puisqu'il n'y a absolument aucune volonté à établir un consensus, hein. Au contraire, c'est la diversité des opinions et des expériences qui est précieuse, et il ne s'agit pas de converger, il s'agit au contraire Ouais, plutôt de diverger. ouais. Catherine nous dit, je suis frappée aussi de voir que le CODEF fonctionne aussi très bien dans des groupes qui ne se connaissent pas. Donc, le groupe Mm. APM bienveillant n'est pas obligatoire pour que la magie s'opère. Est-ce que toi, Muriel, tu l'as constaté également dans toutes les expériences que tu as Ouais. sur le CODEF? Oui, oui, autant on était parti au départ hein, avec le co-développement traditionnel où on fait un groupe fermé qui fonctionne sur la durée. Euh, mais on n'a plus tellement la possibilité de pratiquer ce co-développement pur et dur comme Payette et Champagne le faisait à l'origine. Et on voit qu'aujourd'hui, si même une seule rencontre avec un groupe de personnes qui ne se connaissent pas, on peut y instaurer cette alchimie de bienveillance, d'entraide, d'écoute. Oui, donc oui, ça fonctionne. Et est-ce que tu recommandes, même parce que dans un club APM, finalement, il y a la récurrence du CODEV, hein, parce que c'est effectivement la récurrence qui amplifie l'intensité, la profondeur des séances de CODEV, hein, et que si on n'en fait qu'un de temps en temps, bah, ça n'a pas du tout le même impact. C'est chouette, mais ça n'a pas le même impact. Est-ce que tu recommandes de systématiquement, justement, reposer à chaque fois le cadre, de l'écrire? Quelles sont les possibilités par rapport à ça? Parce qu'on comprend bien que c'est ça qui va déterminer l'ambiance générale Ouais. et l'humeur. Ouais. Ben pour moi, c'est le climat qu'on instaure. Alors là, ben, vous êtes les experts de vos clubs, c'est à vous de voir ce qui fonctionne. Moi, personnellement, faire signer les gens, faire signer une charte, c'est pas du tout mon truc. Je sais qu'au Québec, ils le font beaucoup. Moi, je pense pas que mettre une signature en bas d'une charte va me faire changer. Voilà. Donc, pour moi, l'important, c'est d'être dans la co-construction de ce qu'on appelle cette membrane, de cette protection, en fait. C'est comment. Moi, je pose la question, qu'est-ce qu'il nous faut pour bien, aujourd'hui, ici et maintenant, avec les personnes qui sont là, qu'est-ce qu'il nous faut pour bien fonctionner ensemble? Et Et en tu vas le général, poser à chaque fois. ouais, ah oui, chaque fois. Oui, oui, parce que notre humeur n'est pas la même. Nous sommes dans des fluctuations non-stop nous-mêmes. Et donc, c'est important aussi de mettre le cadre, de poser le cadre, mettre la table, en fait, hein. Mhm. Mettre la table, et ça peut se faire très, très vite, c'est quelques mots, et de nouveau, ça ne se décrète pas, je pense que ça se co-construit. On va aller avec le flow du groupe, en fait. Mhm. Ça passe par la Et, météo, hein, ça passe par la météo intérieure, par l'inclusion aussi, de voir qui est dans quel état pour faire quoi et qu'est-ce qu'il lui faut pour être bien. dans son dernier ouvrage, Claude Champagne a rajouté un quatrième A, vous connaissez tous les trois A, il a rajouté le quatrième A des attentes. Euh, Ouais. donc, attente au début de la séance, et puis ensuite en déclusion, est-ce que c'est pareil, c'est une pratique que tu proposes de faire ce temps de déclusion sur les attentes? Eh bien, je trouve l'idée géniale et en pratique, moi, j'y arrive pas. Parce que, en fait, ce quatrième A est compliqué. Je trouve qu'il est compliqué à mettre en œuvre. Donc, je serais curieuse de voir quel groupe arrive vraiment à l'activer. C'est en demander beaucoup, je trouve. C'est vraiment. Voilà, dans nos vies actuelles, je trouve que si déjà on peut cultiver la reliance et le plaisir d'être en authenticité, en vulnérabilité, moi, se prendre en plus la tête avec une intention d'apprentissage que je devrais évaluer à la fin, pouf, non, moi je me lâche la grappe par rapport à ça. Mais voilà, c'est très.
Comme dirait un de nos experts, je crois que c'est Fabrice Midal, hein, qui dit Oui, foutez-vous la paix. foutez-vous la paix, voilà. Et foutez la paix aux adhérents. C'est déjà super qu'ils viennent en Oui, Codev, alors non. oui, et franchement, quand on est Nadine, participant à un je groupe, me on fais a... la voix de Marco qui pose une Oui, question et qui arrive dans mon chat, qui Ah, aimerait bien parler à diriger cette question à Muriel, évidemment, euh, qui dit un défi régulier et que les participants prennent beaucoup de place, posent des questions en cascade par manque de vigilance ou faible conscience de leur impact. Comment est-ce qu'on peut gérer ça en tant qu'animateur? c'est toute la gestion des égos et de l'introversion et de l'extraversion. Alors, normalement, le co-développement, surtout si on fonctionne dans la durée, va permettre de rééquilibrer tout ça. Alors, de nouveau, ceux qui parlent beaucoup, quel est leur objectif, quelle est leur intention? Alors, on peut traiter ça en amont, en invitant à la concision. Et alors, très concrètement, moi, j'ai mon petit sociogramme devant moi et je note, je note qui est autour de la table, je note les prénoms des personnes autour de la table, ou s'il n'y a pas de table, c'est pas grave, on s'en fiche, autour du cercle. Et je vais juste mettre un point sur qui parle quand. Et je fais une petite barre. Je veux dire, Marco est en train de parler. Et s'il parle longtemps, je vais faire une grande barre. Et s'il parle pas longtemps, je fais une petite barre. Et ça va juste me permettre d'objectiver, de visualiser qui. Alors, j'ai un bic à 4 couleurs. C'est mon arme magique quand j'anime aussi. Parce qu'alors, à chaque étape du codev, je note qui a parlé et qui n'a pas parlé. Et alors, l'objectif, c'est d'avoir de la couleur partout, que tout le monde ait parlé et que les barres sont plus ou moins équilibrées. Voilà, c'est juste un truc, moi, qui m'aide parce que je suis visuelle. Et donc, si quelqu'un parle trop longtemps, dis wow, stop, c'est le oula. Hein. Oula, ok, en quelques mots, comment tu peux résumer ça? Merci. Et puis, on laisse la place à d'autres. Et alors, j'invite aussi beaucoup à dire une idée à la fois, une seule idée à la fois, et on se laisse inspirer par les autres. Alors, là, voilà, mais ça, c'est un vrai boulot du facilitateur. Hein. C'est de calmer ceux qui sont tellement de générosité. Et puis d'inviter ceux qui sont plus sur la réserve. Normalement, ça s'équilibre pas mal, je trouve. Alors de nouveau, comme on ne doit rien décider, il n'y a pas à convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas besoin de faire des argumentaires de vente. Vous voyez. Et donc ça, c'est chouette aussi de le rappeler. Et aussi, de nouveau, le client peut à tout moment demander plus. Et donc, à l'étape 4, que si vous avez des consultants très, 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 très bavards, vous pouvez lui dire, attends, non, non, mais tu peux y aller, tu peux donner juste la table des matières. Il te dira s'il veut en savoir plus. Et le client pourra dire, ah bah attends, ça m'intéresse. Oh oui, tu me parles de la pleine conscience, Fabrice Midal, attends, je voudrais la référence. Ok, j'ai pas besoin de vous résumer tout le bouquin, en fait. Sauf si c'est vraiment ce qui m'est utile maintenant. Mais donc, comme il y a cette interaction, eh bien, ça va permettre d'équilibrer de nouveau les temps de parole, puisqu'il y a cette autorisation à interagir. C'est ça, en fait, hein, l'intelligence relationnelle. C'est de trouver le flux qui va permettre à chacun de rester en apprentissage et en éveil, en fait. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup Muriel. Beaucoup de demandent si les slides seront partagés. Je suppose que oui, Muriel, hein, et on Oui, verra donc les beaux dessins de Folon qui ah, oui. illustrent magnifiquement tes propos. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Muriel. Deux, trois petites infos techniques. Alors, vous avez entendu tout à l'heure Muriel disait, en fait, le Codev, on est dans quelque chose de systémique. Eh bien, c'est une prochaine masterclass qu'on va vous proposer, puisque les masterclass, on vient de les lancer. Il y en a une au mois de décembre avec Muriel qui est sur le Codev inspiré du vivant. Les masterclass, elles sont réservées aux ambassadeurs. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas encore ambassadeurs, nous vous encourageons vivement à produire un enregistrement, à nous contacter pour pouvoir avoir ce statut d'ambassadeur qui vous permettra de participer aux masterclass. Masterclass, donc la première, c'est Muriel qui l'anime, c'est le 7 décembre. Muriel, c'est à la maison APM. Tu nous en dis un mot de 30 secondes. Eh bien oui, en fait, je vais mixer des pratiques qui viennent du travail qui relie de Johanna Massy, qui est une éco-psychologue qui a mis en place la spirale du travail qui relie, qui nous permet de nous ancrer dans la gratitude, d'honorer nos souffrances pour la Terre, de changer de regard et d'aller de l'avant. Et je trouve que ça se marie, de nouveau, ça se tisse très très bien avec le co-développement. Et c'est ce à quoi je vais vous inviter, de goûter un peu de travail qui relie et voir comment on peut le mettre dans le co-développement et Voilà, donc vice-versa. si vous Voilà. êtes intéressé et si vous êtes ambassadeur, vous prenez contact à codev@apm.fr pour nous dire et puis on vous enverra une invitation. Les masterclass ont lieu effectivement à la maison APM sur une journée. Euh,
Il y aura une prochaine masterclass aussi, ce sera vraisemblablement en janvier, qui sera sur la systémie, codev et systémie. Comment finalement on s'inspire de l'analyse systémique quand on anime un codev. Ça, c'est les rendez-vous qui sont spéciaux pour les ambassadeurs, mais pour tout un chacun, vous avez bien sûr les rendez-vous du codev. Le prochain, ce sera le 15 février. On ne vous donne pas le thème, on vous demande juste de l'inscrire dans votre agenda. Vous verrez, ce sera une surprise merveilleuse, toujours sur ce même créneau horaire qui nous permet d'accueillir aussi bien les gens de l'Est que ceux de l'Ouest, et puis qui permet de manger ensemble. Finalement, c'est aussi assez sympa pour les métropolitains. Troisième petite info qu'on voulait vous partager, n'oubliez pas d'aller assez régulièrement sur la chaîne YouTube de l'APM. Et sur la chaîne YouTube de l'APM, il y a une playlist Codev et il y a de nouvelles petites vidéos qui sont en ligne sur les idées reçues. Idées reçues, par exemple, est-ce que la séance de Codev ne serait pas une thérapie de groupe? Est-ce que la séance de Codev, quand je suis client, est-ce qu'il faut vraiment que j'ai un sujet waouh pour être client du Codev? Toutes ces, toutes ces petites idées reçues que vous avez dû entendre auprès de vos adhérents, eh bien, elles ont été traitées avec beaucoup de sérieux par une journaliste qui a pris des interviews de vous, animateurs, et donc a concocté des vidéos qui durent 2-3 minutes. Ça peut être pas mal pour lancer justement. Je sais qu'il y a quelqu'un tout à l'heure avec qui j'étais en ligne qui me disait, bah, moi j'ai utilisé la petite vidéo Il faut un sujet waouh, parce qu'il y avait du difficulté dans le club à trouver des questions, des problèmes, des sujets pour le Codev. Et en utilisant cette vidéo, bah, il a montré que finalement, tout sujet, toute préoccupation, tout projet pouvait tout à fait constituer un sujet de Codev. Donc, n'hésitez pas à aller sur cette chaîne YouTube qui est relayée, vous le savez, sur notre site Codev. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Amici, Rita, qui sera important de dire. On n'a pas encore la date de janvier. Mais, C'est un écho, Amici. donc, on demande si les masterclass auront lieu à la Maison de l'APM. La réponse est oui. Et la date de la masterclass en systémie, c'est le 12 janvier. D'accord, Voilà. c'est confirmé. Et donc, évidemment, on essaiera d'équilibrer pour que les ambassadeurs, pour que voilà, il y ait une masterclass par an et que ceux qui n'ont pas pu être à l'une puissent être à l'autre, enfin, pour voilà, satisfaire tout le monde. Votre appétit de grandir dans le Codev, voilà, cela va de soi. Et puis, on mettra en lien l'enregistrement de ce rendez-vous du Codev sur le site Codev. Ça donnera à ceux qui n'ont toujours pas trouvé la petite porte secrète pour y accéder l'occasion de se lancer. Et dernière info, le 15 février, le thème est encore tenu secret, mais ce sera Muriel qui nous donnera un nouvel éclairage. Encore, ce sera Muriel, notre intervenante. Voilà. Donc, vous savez tout. 13h00, on est formidablement à l'heure. Donc, merci. Vous pouvez aller maintenant déjeuner ou boire un café si vous avez déjà déjeuné, ou pas boire de café d'ailleurs, il n'y a aucune obligation. On vous donne rendez-vous à bientôt. En attendant, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, même si c'est dans un petit moment, mais ça y est, les décos de Noël sont déjà sortis dans les magasins. Donc, faites-vous plaisir. À très bientôt. Merci pour tous les petits cœurs que vous nous faites. Ça nous fait toujours chaud au cœur. Ça nous nourrit avec Amici et Rita et Muriel qui fait donc partie de notre team Codev. À bientôt, les amis. Ciao, ciao.